Quelle est la limite entre comprendre et excuser ? Le mal est un problème qui me passionne depuis très longtemps. Je pense aux frères Karamazov chez Dostoïevski, qui revient sur l'idée selon laquelle personne n'est innocent. Mais de l'autre côté, chez Socrate ou Platon, on dit nul n'est méchant volontairement et que le mal naît de l'ignorance de savoir ce qui est bien et de ce qui est mal. Souvent, lorsqu'on comprend le passif d'un tueur ou d'un agresseur, on se dit je comprends qu'il en soit arrivé à ça, et on peut même arriver à se dire si moi j'avais vécu ça, peut-être que j'en serais arrivé au même résultat. Bonjour, aujourd'hui la Fabrique des livres avec Christopher Lacaise pour son livre La Rosa Perdida, je devrais dire La Rosa Perdida si je parlais bien espagnol. Sublime. Et c'est La Grenade qui, je pense, est une collection aux éditions Lattès, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, Christopher, tu es connu parce que sur les réseaux sociaux, tu as un talent inouï pour faire partager ton goût de la littérature, des beaux livres, et pour enflammer l'esprit des lecteurs avec les lectures que tu as aimées. Si tu devais, sur tes réseaux sociaux, parler de ton propre livre aujourd'hui, quelle serait ta première phrase ? Je pense que c'est toujours beaucoup plus facile de parler des autres que de parler de soi. La phrase que je dirais pour parler de mon livre, c'est bon courage, car à la Rosa Perdida, les malédictions se transmettent moins par le sang que par les récits. Wow. Et alors, il y a beaucoup d'auteurs qui, dans un livre, font monter une tension jusqu'à ce que le drame soit noué. Et il s'installe comme ça une espèce de progression, alors que chez toi, c'est l'inverse. Donc, on peut le dire tout de suite, puisque ça arrive dans les premières pages, mais le drame est consumé immédiatement. Exactement. Pourquoi ? J'ai voulu créer un effet de prolepse, c'est-à-dire que dès la première phrase, on connaisse directement la fin du livre, et que l'objectif du livre serait moins de s'attendre à ce qu'il va se passer, ou de ne pas s'attendre à ce qu'il va se passer, mais plutôt de comprendre pourquoi et comment est-ce que cette chose-là ait pu se passer. Et en l'occurrence, là, c'est un fils qui fait pendre sa mère au milieu du village. On ne sait pas pour quelle raison est-ce qu'il l'a fait. On se demande s'il l'a fait par amour ou par vengeance. Et donc, tout le livre tient à revenir dans son passé pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a déterminé cette action-là. Et on met du temps à comprendre. Hein. Donc, l'auteur persécute un petit peu le lecteur parce que on fait des hypothèses. On se dit, voilà, il a pu vouloir sa mort pour telle ou telle raison. Et puis, on se trompe. On se trompe parce que, et je voudrais en venir à ça, si tu le permets, parce que ce personnage qui s'appelle Sophia, en fait, à un moment du livre, et je vais tâcher de ne rien déflorer, bien sûr, mais à un moment du livre, elle doit trancher un dilemme. Et je pense que de Sophocle à Dostoïevski, Styron, le principe du dilemme en littérature, c'est quelque chose d'une puissance inouïe. Est-ce que c'était ce que tu voulais créer ? C'est exactement ça, et ça me fait très plaisir que tu le vois parce que à la base, j'avais pour désir de faire Oedipe en Amérique latine. J'avais envie de créer quelque chose de l'ordre oedipien, en tout cas en Amérique latine, et donc une tragédie, mais aussi que chaque personnage soit enfermé dans un dilemme. Et en fait, si on regarde bien vraiment chaque personne, tous à un moment donné auraient pu prendre une autre décision. Et là, je pense à un écrivain qui s'appelle Clément Rosset, un philosophe qui s'appelle Clément Rosset, que j'affectionne particulièrement, et qui a créé son concept du double à la suite d'une lecture d'Oedipe, qui n'a pas été celle de dire « Ah, mais Oedipe a accompli une prophétie malgré lui », mais celle de dire très humainement « Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait autre chose ?» Et en fait, en réalité, l'objectif de ce livre était de montrer que qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans d'autres situations. Et là, en l'occurrence, tout le monde est enfermé dans un dilemme. J'avais envie que le lecteur se dise « Ah ben voilà, il va prendre telle décision parce que c'est la décision la plus logique possible et fasse une décision qui soit assez contre-intuitive, parfois un peu dérangeante, mais qu'il ait toutes les raisons de le faire. » Alors, le livre se situe dans le contexte d'une dictature. Voilà. Et il y a cet établissement qui s'appelle la Rosa Perdida et qui est un établissement de prostitution. Et pourquoi est-ce que tu as eu cette idée de créer cet endroit qui normalement est un peu un endroit de chaos, mais qui va devenir au cœur de cette dictature un endroit de résistance ? Parce que ce sont des endroits qui ont réellement existé déjà. Il y en a eu en Allemagne. On ne sait pas s'il y en a eu en Amérique latine, mais on pense qu'il y en a qui ont existé. Il y a eu vraiment d'énormes mouvements de résistance, que ce soit en Argentine, que ce soit au Chili, je pense aux Montoneros et bien d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que des endroits où des hommes et des femmes étaient torturés, des endroits où des hommes et des femmes étaient torturés pour avoir des informations envers les opposants politiques et envers la milice,
Ce sont des choses qui ont réellement existé. Et moi, j'avais envie de le montrer à travers un lieu qui est assez ambigu, parce qu'à la base, on va avoir une vision de la femme dans un lupanar qui va être en réalité plutôt très péjorative. Mais là, en l'occurrence, c'est une femme qui tient un lieu où les femmes utilisent leur corps, non comme des objets de domination masculine, mais comme des moyens de pouvoir réduire l'homme à leur désir, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'elles vont essayer d'attraper des informations aux militaires pour les donner aux opposants politiques par la suite. Et les opposants politiques vont torturer des gens dans la cave avec des musiques de boléro pour cacher les bruits des cris, qui étaient des choses qui ont réellement existé et que je pense que Roberto Bolaño en parle bien mieux que moi dans nombreux de ses livres. Et le désir dont tu parles a ceci de particulier qu'il s'accompagne de la parole. Exactement. Exactement, parce que les hommes viennent pour vider leur cerveau, vider leur corps, vider leur âme de tout ce qu'ils font à l'extérieur de ce lieu. C'était un petit peu comme une sorte de cosmos qui les permettrait d'être quelqu'un d'autre. Ces femmes leur font croire qu'ils sont quelqu'un d'autre, mais en réalité ont pour simple objectif de leur prendre des informations. Sauf que l'amour, le désir, l'espace charnel est beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air, et que parfois, vouloir prendre des informations à quelqu'un peut très rapidement nous faire tomber du côté obscur à le désirer pour de vrai et en vouloir créer des relations. Donc je voulais aussi montrer la complexité des rapports humains entre le désir de résistance et ce qu'il se passe réellement lorsqu'on est confronté à un homme ou une femme. Oui, en fait, c'est très ambigu, ce qui se passe dans la tête de ces femmes à l'intérieur de la casa de la Rosa Perdida. Elles écoutent, elles entendent, mais elles aussi, elles sont parfois en manque d'affection. Complètement, elles sont en manque d'affection. Et puis n'oublions pas que ce qui fait du personnage de Sofia quelqu'un d'assez complexe, c'est qu'à la fois elle est menée par un mouvement de révolte, mais elle impose aussi à certaines femmes de se prostituer pour récupérer des informations. Ce qui fait que ça lui donne une espèce de multitude de perspectives à ce personnage-là, où on peut autant l'avoir dans son cœur que la détester et la haïr. En fait, on a tous de bonnes raisons de pouvoir l'aimer et tous de bonnes raisons de pouvoir la détester. Personnage très puissant, mais on va y revenir tout à l'heure. Quand on lit le livre, on comprend tout de suite ta passion pour la littérature latino-américaine. D'où est venue cette prédilection ? Alors, c'est très drôle, cette anecdote que je vais te raconter, parce que lorsque j'ai découvert la littérature latino-américaine, en réalité, je pensais qu'on parlait de ma famille. J'y ai découvert toute ma famille. Pourquoi ? Parce que moi, je viens du côté de chez mon père d'immigrés italiens qui ont immigré d'Italie parce que l'un de mes grands-oncles, enfin arrière-arrière-grand-père, a craché sur la photo de Mussolini en public et donc du coup a été arrêté et un exil a été forcé. Du moins, ils ont été obligés d'arriver en France et plus particulièrement à Sarlat, en Dordogne. Ensuite, du côté de ma mère, je viens d'un côté malgache créole. Mon grand-père est né à Madagascar, à Majinga exactement, ce qui est une sorte de petite ville de sorciers. Et lui a eu des problèmes de santé très jeune et sa mère l'a longtemps mis dans les forêts, dans les tribus pour se guérir de ses maladies. Il y avait quelque chose de très mystique de ce côté-là. Ce qui fait que moi qui ai vraiment grandi très près de mon grand-père, j'ai passé toute mon enfance à entendre des histoires sur ce qu'il vivait là-bas. Un certain Jakubep qui était né là-bas, qui était son ami proche et qui vivait 1000 aventures différentes. Et jusqu'à ce que j'apprenne à son décès que Jakubep n'avait en réalité jamais existé et que c'était une invention pour me parler de lui. Et je l'ai vu surtout, ma mère était fan de masques africains. De par cette culture transmise de génération en génération. Et elle avait acheté plein de masques qu'elle avait trouvé à Madagascar, qu'elle avait mis partout dans la maison, de masques africains. Et tout le monde était tombé malade, tout le monde tombait malade. Moi, j'ai perdu la vue d'un œil, mon grand-père a fait un infarctus. Tout le monde a eu des gros problèmes de santé, parce qu'on vivait dans une maison où toutes les générations étaient mélangées. On était très, très, très nombreux chez ma mère. Et mon grand-père est arrivé un jour et a pris tous les masques, les a brûlés dans le jardin, a chanté des incantations dans une langue qui m'était complètement étrangère. Et j'ai vu cette fumée rester collée au ciel des jours et des jours après avoir laissé ces masques brûlés. Donc, t'imagines bien que lorsque je lis Garcia Marquez, lorsque je lis Juan Rulfo et bien d'autres, je me dis donc, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de ma famille. Et c'était ce lien-là qui a été fait. Et ce qui était très drôle, c'est que après avoir écrit ce livre, j'en parle à ma mère. Je dis, maman, mais pourquoi est-ce que j'ai une passion aussi grande pour l'Amérique latine ? Je ne comprends pas. J'y ai vécu des années. J'ai laissé mon cœur là-bas. J'ai l'impression qu'on parle de nous en réalité.
Et elle me dit, mais voilà, regarde, je te sors 4-5 piles de dossiers. Papy et mamie ont fait leur arbre généalogique et ont remonté jusqu'au XVIe siècle. Je dis, oh, c'est dingue, mais comment est-ce que je n'ai jamais su ça auparavant? Et en fait, en faisant les recherches et en regardant et en découvrant, il s'avère qu'on a de la famille en Colombie, que beaucoup ont vécu là-bas, qui ont vient d'une famille d'esclaves, qui ont beaucoup voyagé. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de à la fois très romanesque et d'assez surprenant de me dire ah ben c'est dingue comment parfois on écrit des choses sur des sujets qui nous paraissent éloignés, mais qui en réalité nous touchent de très près. Tu dis que tu as vécu en Amérique latine, à quel endroit? À Colombie, c'est ça? Non, j'ai vécu au Mexique, j'ai vécu au Costa Rica, j'ai vécu dans de nombreux pays en Amérique latine, j'y suis resté longtemps, ouais. Mais alors, à travers ce que tu racontes, on comprend bien ton intérêt non seulement pour la littérature latino-américaine, mais aussi pour ce courant qu'on a l'habitude, à tort ou à raison, d'appeler le réalisme magique. Tu as cité Garcia Marquez, Rufo, et puis Cortázar. Mais moi, j'irais même jusqu'à faire remonter cette tendance-là à Cervantes. Dans Cervantes, il y a déjà du réalisme magique. Complètement. Et donc, je me demande parfois si le réalisme magique, c'est vraiment latino-américain ou est-ce que c'est pas propre à l'âme espagnole ou d'origine espagnole en général. Et même, il m'arrive de trouver qu'il y a des similarités. Quand tu lis Salman Rushdie, ah oui, il y a aussi du réalisme magique. Complètement. Et donc, comment t'es-tu plongé? Alors, on l'a compris à travers ce que tu viens raconter dans ce registre, mais pourquoi est-ce que tu as eu spécifiquement envie d'entrer dans ce registre-là pour ton premier livre? Parce que tu aurais pu très bien raconter quelque chose qui se serait situé dans un autre univers narratif. Mais là, vraiment, il y a une revendication de cet univers du réalisme magique. D'abord, est-ce que la formule réalisme magique te convient? Alors, c'est une formule qu'on m'attribue parce qu'il y a l'intégration du magique dans le réel, mais je trouve que c'est une appellation qui est très complexe. En réalité, beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Alero Carpentier, on disait que c'était du réalisme merveilleux. Par la suite, on parle du réalisme magique avec Garcia Marquez et Juan Rulfo. Alors que, quand bien même, il y a eu des femmes aussi qui je pense à la femme de Octavio Paz, qui s'appelait Elena Garro, et qui a écrit 10 ans avant Son temps de solitude, Los Recuerdos del Porvenir, qui n'est ni plus ni moins que une forme de jeunesse de ce style-là, de ce style de réalisme magique. Alors, qu'est-ce que c'est et quel but est-ce que ça a? Je pense, par exemple, Cortázar, lui pensait qu'il faisait place au fantastique, il le dit lui-même, qu'il fait place au fantastique pour lui laisser la parole. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une revendication fantastique avec des choses qui ne sont clairement pas possibles et qui sont revendiquées comme étant fantastiques. Moi, j'ai toujours envie de rester dans cet entre-deux où on se dit pourquoi pas. Et quel intérêt est-ce que ça a de faire ça? Pour moi, ça a été, de un espace de liberté immense dans la création, et de deux, une nécessité, et de trois, le moyen de pouvoir parler du réel. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à parler de la réalité telle qu'elle était, sans utiliser quelque chose qui n'était pas de l'ordre du réel, ou du moins qui restait de l'ordre du doute, de la croyance, de la superstition ou autre. Et j'aime utiliser ces légendes-là, parce que je trouve que j'ai toujours été passionné de mythologie, toutes les légendes communes qu'on retrouve, que ce soit en Amérique latine, mais aussi en Afrique, il y en a ou même en Asie, il y en a énormément. Et je trouve que ces légendes, que ce soit le mythe de Gilgamesh, que ce soit Oedipe, que ce soit Héphaïstos et plein d'autres, ont pour objectif de parler des hommes, de parler du réel, de parler de ce qui se passe. Et donc, je trouve que cette intrusion du magique, du pseudo-impossible dans une histoire qui est très réaliste en réalité, parce que c'est un livre où je mets énormément de détails. Ce ne sont pas des valises, ce sont des valises en cuir de caïman. Ce sont, voilà, toute chose est vraiment détaillée. J'avais pour objectif de faire un réalisme pur, mais avec beaucoup de magique, qui me permettait de pouvoir parler du réel, c'est-à-dire des disparus en utilisant des fantômes qui reviennent, qui ne sont ni plus ni moins que l'ombre des disparus pendant les vols de la mort de Pinochet, que ça peut être aussi des quêtes identitaires avec un jeune homme à qui il va lui pousser des écailles ou qui n'a pas de nombril. C'est des images qui permettent de dire des choses de nous, mais qui n'ont pas besoin de les expliquer ou de les détailler dans un réalisme pur. Quelles sont inspirantes les expériences vécues par ces auteurs qui nous rejoignent sur la chaîne La Fabrique des Livres. Vous avez peut-être, vous aussi, envie de passer à l'écriture. Et c'est là que ma lettre d'information, ma newsletter, entre en jeu. Elle est gratuite et je vous y donne des conseils concrets pour structurer vos idées, travailler vos personnages, construire une intrigue. Pour la recevoir, vous trouverez le lien dans la description.
Alors, c'est vrai parce que ce que tu dis est tellement juste que, en fait, ce qu'on pourrait appeler et continuer d'appeler le réalisme magique, hein, par convention, ne présente jamais ses excuses pour mélanger ainsi le réel et le magique. Et ce personnage à qui je me suis rendu compte... Alors, pour être clair, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré ce roman, et je l'ai trouvé envoûtant. Je trouve que c'est le mot qui correspond le mieux aux sensations et aux émotions qu'on ressent quand on referme ce livre. On se dit, j'ai été envoûté d'une certaine manière, et ça n'est pas si courant qu'un auteur puisse envoûter un lecteur. Et quand je suis arrivé à l'histoire de cet adolescent, en fait, ce très jeune personnage, et donc il a effectivement des écailles qui lui poussent sur la jambe. Mais je ne me suis posé aucune question. Et je me suis dit, mais quand même, c'est bizarre. À un moment ou à un autre, je me suis dit, il a des écailles qui poussent sur les jambes. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas une maladie comme ça ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une vraie maladie qui fait pousser quelque chose des squames, tu sais, quelque chose qui couvrirait la peau de quelque chose qui ressemblerait à des écailles? Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que on a l'impression que c'est vrai même quand ça ne l'est pas. Parce qu'on est entraîné dans cette espèce de flux de la lecture et on ne se pose pas de questions. C'était vraiment ça. Déjà, merci beaucoup parce que ça me touche vraiment beaucoup, ce retour. Mais c'est exactement ça. La réalité, c'est que je pense qu'il y a quelque chose de surnaturel dans le réel et quelque chose de profondément réel dans le surnaturel. Et je trouve que, par exemple, lorsque Vargas Llosa parle de l'Amérique latine et qu'il dit l'Amérique latine, dans son essence même, est surnaturelle, c'est qu'il se passe des choses dans la réalité qui tend à penser qu'il existe des superstitions. Pourquoi ? Parce que c'est une autre culture qui vient d'autres tribus, qu'il y a une colonisation. Ce n'est pas la même histoire que l'Europe. C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes racines, on n'a pas les mêmes légendes orales qui sont transmises de génération en génération. Moi, du côté africain, par ma mère, j'ai connu ces légendes-là. Donc j'ai eu énormément de liens qui se sont créés. Et toute histoire... En fait, la réalité, c'est que j'ai voulu écrire un livre comme mon grand-père racontait une histoire. Et comme mon grand-père racontait une histoire, j'avais l'impression de rentrer dans un rêve éveillé. Et je me suis juste dit, j'ai envie que les gens rentrent dans ce livre comme on rentre dans un rêve. Et j'avais pour seule ambition de raconter comme mon grand-père le faisait lorsque je me couchais et qu'il me prenait la main en me disant « Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Jakubep ». Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits en Amérique latine où poser la question du réalisme de la magie, hein, j'inverse un petit peu, paraît absurde quand tu poses cette question à certains endroits en Colombie, au Mexique ou à San Salvador des Bahia, par exemple. Ben, les gens n'imaginent pas que la magie ne soit pas réaliste. Il n'y a pas de limite entre les deux. Alors, une chose que j'ai remarqué, c'est que l'un des instruments de la magie dans ton livre, ce sont les animaux. Et ils sont omniprésents. Alors un peu comme le chœur antique, tu sais, dans les pièces grecques, je suppose. En tout cas, ils sont toujours là. Il y a toujours le regard des animaux, un peu distanciés, mais parfois très proches aussi. Et ils regardent la tragédie sans vraiment y prendre part, mais ils sont là. Et j'ai recensé. Alors, il y a des vaches qui produisent des portées de veaux, des poules qui pondent dans l'eau, des paresseux hystérique. On se demande ce que c'est qu'un paresseux hystérique, mais c'est la magie aussi. Des iguanes, des capybaras. Le capybara, c'est le plus gros rongeur du monde. Exactement. Et dans toute la mer. Le quetzal resplendissant, dis-tu. Sublime. Un pivert qui démolit une fourmilière. Des couples d'animaux, j'ai trouvé ça très bien, qui meurent en même temps. C'est-à-dire que quand un élément du couple meurt, l'autre meurt aussi. Pourquoi ce bestiaire ? Lorsque j'ai vécu en Amérique latine, ma première expérience s'est faite au sud du Costa Rica, sud-ouest, dans une petite ville qui s'appelle Sierpe, qui était un village de pêcheurs. Et en fait, je me suis énormément inspiré de cet endroit pour créer San Jacinto del Río, qui n'est ni plus ni moins qu'un village imaginaire qui se déplace nuit, les jours après jour, la nuit notamment, déplacé par les racines des cèdres ou des ceibas qui déplaceraient le village et qu'on n'arriverait pas à le cartographier. Et c'est l'impression que j'ai eue lorsque je suis rentré dans cet endroit. J'ai vécu des mois là-bas autour d'un rio de crocodiles. Et donc, il fallait prendre le bateau pour pouvoir aller dans les espèces de petites huttes où je vivais. Donc, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Si on voulait se prendre à manger, il fallait qu'on aille pêcher à la main. Et on mettait les cangreros rojos, donc c'est ces espèces de crabes pour pouvoir attraper des poissons. On se levait le matin, il y avait des cochons qui passaient. Il y avait les guacamayos qui traversaient le ciel. Il y avait les crocodiles juste autour du rio. Donc en fait, j'étais tout le temps en pleine immersion dans une nature qui était bien plus forte que moi, qui était
qui vivaient indépendamment de mon existence en réalité. Et donc de cohabiter avec ces animaux-là qui étaient tout le temps en train de te regarder en réalité, j'avais envie de dire, bah tiens, non pas que se passe-t-il à travers les yeux des animaux, mais pourquoi est-ce que les animaux devraient toujours réagir de manière cohérente par rapport aux hommes? Et j'ai vu un cochon qui était énorme, j'avais jamais vu un cochon aussi gros, et je me disais, lui... je m'imaginais 1000 histoires sur les raisons pour lesquelles est-ce qu'il pourrait être aussi gros. Et donc après, on le mélange en prenant les choses à contre-courant, en se disant, un paresseux, il bouge très lentement. J'en ai vu un qui était tombé d'un coup. Je me rappelle un qui était tombé, il s'était mal accroché et tombé. Ça faisait bizarre de voir un paresseux aller très vite du haut vers le bas. Je me suis dit, ah tiens, de le voir hystérique, ça doit faire quelque chose. Donc j'ai attribué des caractéristiques humaines à des animaux qui, eux, ont pour simple objectif d'être ce qu'ils sont, et ni plus ni moins que d'observer en tant que spectateur indépendant le spectacle des hommes. Et là, en l'occurrence, la prophétie et cette tragédie. Et ce qu'ils observent, c'est donc cette dictature voilà. Imaginaire, mais tellement proche de véritable dictature. Et dans ce livre, tu fais, d'une certaine manière, la dissection d'une dictature. Et tu essayes d'inventorier les effets de dynamique d'une dictature, les effets profonds qu'elle peut avoir sur, non pas sur le contexte politique ou géopolitique, mais l'effet que la dictature, par essence, produit sur l'esprit des bourreaux et sur l'esprit des victimes. Exactement. Et est-ce que c'est bien ce que tu souhaitais? Oui, je souhaitais faire ressentir l'enfermement d'un village avec le côté absurde des dictatures. C'est-à-dire que des ordres sont donnés qui n'ont parfois ni queue ni tête et sont respectés par crainte, par peur, par silence. Des meurtres sont observés, personne n'ose jamais rien dire, jamais rien faire. Tout le monde est sous le règne de la peur. Pour cela, je me suis énormément documenté. D'ailleurs, les personnages qui sont Isidro Galvez, le capitaine Vega, tous ceux qui font partie de la milice, comme Salcedo, comme Menendez et bien d'autres, ce sont des personnages qui sont tirés en quelque sorte du réel. Isidro Galvez, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Pinochet. J'ai pris beaucoup dans l'histoire de Pinochet que j'ai mis dans Isidro Galvez. À côté de ça, dans les centres de torture et ce qui se passe, ça ressemble beaucoup à Videla. Le côté ressenti humain, que le village vit. D'ailleurs, mon narrateur est à la première personne du pluriel. C'est un on, c'est un nous qui prend la forme d'une personne mais qui parle pour un ensemble. Donc c'est comme si c'était le village en lui-même qui parlait, mais qui est une collectivité. Ça m'a beaucoup fait penser à ce qu'ont vécu aussi les gens en République dominicaine avec Trujillo. Donc ce sont des choses qui m'ont profondément passionné et j'avais envie de montrer ce contexte-là, cette indécision politique constante et cette idée très aujourd'hui commune. Et ça, c'est un peu malgré moi, mais avec ce qui s'est passé notamment au Venezuela très récemment, et ce qui se passe aussi dans le livre, c'est que ce n'est pas parce qu'on arrête un dictateur qu'on arrête une dictature. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe aussi dans ce livre. Et c'est vraiment ce contexte-là qui me passionnait parce que tous les pays d'Amérique latine, pour la plupart, ont déjà connu une dictature. Une instabilité politique, qu'elle soit communiste, qu'elle soit fasciste. Il y a eu énormément de choses. Il y a eu l'humain excelle dans sa capacité à pouvoir créer des méthodes de torture. On excelle là-dedans. Il y a eu des choses qui ont été absolument répugnantes et que j'amène dans le texte. Il y a aussi Sofia qui va vivre une agression sexuelle, par la suite va avoir un enfant dans un centre de torture et cet enfant-là va lui être enlevé. Ce sont des choses qui ont réellement existé en Argentine avec Videla. Moi, ce n'est pas les grands-mères de la place de Mai, ce sont les Andantes qui sont ni plus ni moins que celles qui marchent pour manifester, pour essayer de retrouver leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs maris. Donc, il y a énormément d'ombres projetées dans mon livre qui sont là pour parler du réel et de ce qui s'est réellement passé dans différentes dictatures que j'ai été pioché pour en créer quelque chose de nouveau. Mais alors, et c'est vrai que au fil des paragraphes, on tombe sur ces passages où tu te dis mais j'ai déjà entendu parler de ça. Donc effectivement, ce groupe de femmes qui dans le livre vont défiler sur la place vieille du village et en fait c'est les mères de la place de Mai puisque Exactement. Alors là c'est une référence directe à l'Argentine. 11 000 disparus ont été identifiés par l'État argentin, mais la plupart des historiens disent que c'est probablement plutôt 30 000. Exactement. Et parmi ces 30 000, il y avait les enfants de ces femmes qui se réunissaient régulièrement, sans cesse. Il y avait une espèce de rotation de leur présence, et c'était des personnes un peu héroïques.
c'est profondément héroïque parce que grâce à elle, il y a eu des nouveaux tests qui ont été faits pour pouvoir réussir à travers le sang et les gènes de pouvoir retrouver aussi des enfants disparus. Il y a eu une évolution qui a été énorme. Sans elle, on n'aurait pas retrouvé beaucoup de gens. Je dis on, hein, mais je n'y suis pas intimement confronté. D'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est encore une fois un livre qui parle de l'Amérique latine à travers un regard de français. Hein. Moi, je suis français, j'ai des origines, voilà, mais je ne suis pas latino-américain, donc encore une fois, ce n'est pas un livre de latino-américain, mais qui parle de l'Amérique latine. Hein. Je suis extrêmement lucide par rapport à ça et je n'avais aucune prétention quelconque, hormis celle de ma passion et de ce que j'avais envie de partager. Mais ce qui s'est passé effectivement avec les grand-mères de la Place de Mai, le centre de l'ESMA, lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde de football en Argentine et que quelques mètres plus loin des gens étaient torturés, toute la propagande qui a été faite pour faire de la déformation à ce niveau-là. D'ailleurs, le capitaine Vega est un personnage qui m'a été inspiré de 2 autres personnages. Le capitaine Vega, à l'intérieur, qui est dans le livre, qui est l'homme de main d'Isidro Galvez, qu'on ne voit jamais, Isidro Galvez, qui est le dictateur, mais lui, capitaine Vega, est son homme de main et c'est celui qui va faire régner l'ordre dans le village. Cet homme est à la fois un passif. Ce passif nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à agir de cette manière-là et va avoir des actions qui sont profondément horribles, mais on a aussi beaucoup de compassion pour lui. Il y a 2 personnages, au Chili notamment. Il y en a un qui s'appelle El Fanta. El Fanta qui était un homme qui était un opposant politique, un communiste pendant Pinochet, qui s'est fait arrêter, qui a été torturé et qui, sous la torture, a décidé d'aider en fait les tortionnaires chiliens et les militaires chiliens pour pouvoir par la suite en fait sombrer. Lui, les raisons qu'il dit sont valables ou non, ça ce n'est pas à moi d'en juger, mais qui sont celles de vouloir sauver sa famille et derrière a participé à la torture de nombreux communistes, de nombreux innocents en fait pendant Pinochet. Et donc, c'est un homme qui était un opposé politique qui a fini tortionnaire. Et de l'autre côté, on a un autre homme qui s'appelle Mojares, qui lui était un tortionnaire, pour le coup, vraiment, qui travaillait avec Pinochet au Chili et qui, en 84, a décidé de prendre la parole pour parler des tortures, de ce qui se passait réellement. Parce qu'il faut savoir que pendant la dictature, on ne savait pas que les gens étaient torturés. Il y en a qui avaient des connaissances, il y en a qui avaient des informations, mais tout était désinformé en permanence. D'ailleurs, c'est pour ça que Pinochet, en 90, fait un référendum, parce qu'il manipule tellement les médias qu'il est persuadé que tout le monde va voter pour lui, et au final, il y a un mouvement qui se crée, et lui a été destitué. Donc, il y a eu une modification constante des événements, des éléments, de ce qui était. Il y avait vraiment une manipulation qui était immense. Et à l'intérieur, lorsque cet homme, Mojares, a décidé de prendre la parole dans un article qui s'appelle « J'ai torturé », où il revient sur ce qui s'est réellement passé, eh bien, ça fait du tortionnaire quelqu'un qui se repentit, qui devient un petit peu plus humain, même quand même on ne peut pas le pardonner. Et moi, ces 2 personnages-là historiques m'ont vraiment inspiré à créer un personnage comme Vega, qui est à la fois dépendant d'un passé qu'il subit, mais aussi profondément actif dans quelque chose qu'il produit. Et ce sont des personnages historiques qui m'ont inspiré, du coup, un personnage fictif. Tu mentionnes juste un truc qui me vient à l'esprit, tu mentionnes le référendum de Pinochet. Ouais. Il y a un joli film qui raconte la manière dont le non l'a emporté. Je l'ai plus en tête le titre, mais on le mettra en dessous de la vidéo. Et j'invite tout le monde à regarder ce film qui est amusant, ce qui est paradoxal par rapport à la gravité des faits commis à cette époque. Mais dans ton livre, on a l'impression aussi que le mal ruisselle. Parce qu'il y a Alves, donc évidemment, lui, on ne le voit pas, c'est comme une espèce de personnage, non pas tutélaire, mais enfin horrible dans la coulisse. Et puis, il est donc représenté par Vega, qui lui-même emploie Menendez et Salcedo, qui sont les instruments de la dictature sur le terrain, d'une certaine manière. Et on pourrait se dire qu'ils sont intrinsèquement mauvais, mais c'est compliqué. Et est-ce que tu penses, à travers ce que tu écris, ce à quoi tu as réfléchi, que l'homme puisse être déserté par l'humanité, comme pourrait le faire croire cette phrase qui revient à plusieurs reprises et que j'adore, « Donne à manger aux corbeaux, ils te crèveront les yeux ». Alors, ça va te faire marrer parce que c'est une phrase qu'une ex à moi m'a dite un jour. Et du coup, je me suis dit, je ne peux pas ne pas la réutiliser plus tard dans un livre. Effectivement, le problème du mal, alors ça, c'était un peu mon fusil de Chestov.
Enfin, voilà, cette phrase-là qui revient à multiples reprises et qui est là pour faire comme des allers-retours entre ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont en train de vivre, et de montrer qu'on peut tenter par mille moyens, comme Oedipe, de fuir son destin, mais que parfois c'est le fait même de vouloir le suivre qui le fait s'accomplir. Enfin, de vouloir le fuir qui le fait s'accomplir. Le mal est un problème qui me passionne depuis très longtemps. Je pense au frère Karamazov chez Dostoïevski, qui revient sur l'idée selon laquelle personne n'est innocent. Mais de l'autre côté, chez Socrate ou Platon, on dit nul n'est méchant volontairement, et que le mal naît de l'ignorance de savoir ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc il y a toujours une espèce de dichotomie entre le fait d'être profondément coupable dès la naissance et le fait de créer quelqu'un qui deviendra plus tard coupable. Et on le voit dans beaucoup d'histoires avec des tueurs en série, qui est quelque chose de très passionnant aujourd'hui. On le voit dans le domaine social, les séries qui se créent sur Netflix, les gens sont vraiment passionnés par ces personnes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quelle est la limite entre comprendre et excuser. Parce que souvent, lorsqu'on comprend le passif d'un tueur ou d'un agresseur, on se dit je comprends qu'il en soit arrivé à ça, et on peut même arriver à se dire, si moi j'avais vécu ça, peut-être que j'en serais arrivé au même résultat. Et donc la limite est extrêmement fine entre comprendre et excuser, et j'avais envie de faire jouer cette sensation-là chez le lecteur, en se disant, ah tiens, est-ce que je ne suis pas en train d'excuser ce que cet homme-là est en train de faire, en brûlant des enfants dans une cathédrale, en égorgeant des familles, en détruisant tout ce qu'il est possible de détruire, mais en même temps, lorsqu'on sait ce qu'il a vécu, est-ce que nous, on ne serait pas tombés non plus aujourd'hui là-dedans ? Eh bien, c'est toute la grande question et la complexité de l'humain, mais j'ai voulu jouer sur ce petit mouvement de domino qui est la limite entre la compréhension et l'excuse. Est-ce que tu crois en Dieu ? J'aimerais. J'aimerais, mais malheureusement, je n'ai pas cette capacité d'esprit. Parce que ça changerait ton interprétation du mal. Totalement. Je pense. Moi, j'étais quelqu'un de très croyant. J'étais quelqu'un de profondément croyant. J'ai vécu dans des tribus. J'ai été quelqu'un de très spirituel. J'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai fait des pèlerinages à Lourdes. J'étais quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment croyant. Nietzsche a fait partie des hommes qui ne m'ont pas aidé dans ma croyance, et j'ai fini par perdre la foi, voilà. Mais ce qui a été pour moi une certaine forme de liberté, c'est-à-dire que j'ai perdu la foi, mais j'ai retrouvé une forme de liberté derrière tout ça. Je me suis senti plus libre après. Il y a des choses qui me font plus souffrir aujourd'hui du fait que j'ai une appréhension, disons, plus grande de la mort, de l'angoisse, du néant, du vide. Mais ce qui est très drôle, c'est que paradoxalement, mes livres sont empris d'un dieu qui est absent, mais en même temps il y a des fantômes qui reviennent, en même temps il se passe des choses magiques que j'adore explorer, mais que je suis moi-même incapable de croire. Qu'est-ce qui a provoqué la perte de ta foi ? Est-ce que ça a été un déclic, ou est-ce que ça a été un long cheminement intellectuel ? Ça a été un déclic et une incompréhension intellectuelle, parce que moi, il y a eu évidemment Nietzsche, mais il y a eu aussi Dostoïevski et les frères Karamazov. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Mais par exemple, la révolte où Ivan Karamazov s'en prend à Alyosha en lui disant comment est-ce que des enfants innocents meurent de 1000 manières différentes, absolument horribles, et qu'ils disent à la fin, non pas en niant Dieu, moi, un Dieu qui tue des innocents, je n'en veux pas en réalité. Donc je te rends mon billet, en fait. Je rends mon billet pour le paradis à Dieu. Sauf que derrière, on ne peut pas prendre ce texte-là indépendamment du grand inquisiteur qui arrive juste après, qui là a des explications, justement, et on arrive à une conclusion. Le problème, c'est que moi, à cette époque, je ne prends pas en compte le grand inquisiteur, et ce que dit Ivan Karamazov me touche et me bouleverse. Et lorsque je lis Camus par la suite, lorsque je lis Kafka, j'ai l'impression de m'y retrouver dans une exaltation de la vie qui n'a pas besoin de causes, ou du moins d'une multitude de causes pour en arriver à une action ou à une réaction. Et c'est vrai qu'en général, la croyance ramène à une cause commune, là où c'est pas ne pas croire, parce que là, en fait, l'athée est tout aussi croyant que le croyant. Il croit tout simplement que Dieu n'existe pas. Il faut croire que Dieu n'existe pas. Moi, je ne m'intéresse pas à Dieu. C'est-à-dire que je ne sais pas. Je suis absolument pas là pour dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas. C'est un sujet qui reste mystérieux, qui est intéressant à explorer, mais je ne me prononce pas là-dessus. C'est-à-dire que je préfère rester agnostique dans cet entre-deux plutôt que de me dire non, je ne crois pas. Enfin, je crois qu'il n'existe pas.
Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas ça et je préfère rester dans cette mesure. Voilà. Enfin, l'athéisme, ça peut être aussi autre chose que dire Dieu n'existe pas. Ça peut être il n'y a aucune raison pour que Dieu existe. Oui, totalement, totalement. Mais il faut quand même une certaine forme de foi aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut une certaine forme de croyance. Je pense que que quelqu'un qui pense que Dieu n'existe pas a quand même un jugement de valeur sur ce que Dieu ne devrait pas être, du moins. Ou s'il était, ne devrait pas agir de cette manière-là. Donc, je pense qu'il y a je pense que les athées qui vont critiquer les croyants, tout comme certains croyants qui peuvent critiquer des athées, ont de très bonnes raisons de ne pas y croire et de très bonnes raisons d'y croire. Et beaucoup de gens, bizarrement, des idées se rejoignent. J'ai beaucoup observé ça aussi entre deux extrêmes, que les idées se rejoignaient énormément. Alors, dans cette dictature, tu expliques que pour s'installer, la dictature doit contrôler le langage. Oui. Tu écris « On leur défendit de dire autrefois, de prononcer les noms de ceux qui n'étaient plus là. » Un peu plus loin, depuis que Sophia et Mario vivaient ensemble, les mots s'étaient remis à traîner dans les rues, les chaises à se déplacer. On parlait imperceptiblement, les esprits, les arbres, les ruisseaux, les grenouilles et parfois les hommes. Donc le retour de la parole comme un acte de résistance contre la dictature. Et plus loin, dans cette maison, personne ne leur demandait de se taire. Exactement. Et donc, voilà, est-ce que tu définis la dictature comme une atteinte portée à la liberté du langage ? Du langage et de la culture. Du langage, de la culture, de l'échange. D'ailleurs, il y a aussi un périmètre de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit d'attroupement non plus. Tout est fait pour pouvoir contrôler les esprits. Et la première chose, c'est évidemment le langage. Je pense que George Orwell en parle bien mieux que moi. Et je pense aussi à Wittgenstein qui dit les limites de notre propre monde sont les limites de notre langage. Et ça, en l'occurrence, c'est le cas. C'est-à-dire que plus on va avoir de capacité de pouvoir définir le monde, plus on va avoir de mots, plus on va être nuancé et mieux on va pouvoir définir les choses qui nous entourent. Sauf que si on laisse cet accès-là au peuple, dans un peuple qui se veut être manipulé, c'est complètement contradictoire. D'ailleurs, c'est pour ça que la première chose qui se passe dans une dictature, dans un autoritarisme, c'est une attaque frontale envers la culture, envers la lecture, envers les livres, envers tout ce qui permet de penser, non pas par soi-même, mais surtout contre ses propres idées, contre soi-même, et notamment contre ce qui est imposé. Donc je pense que le premier mouvement de révolte qui existe chez l'être humain est celui de la connaissance, de la culture, de la lecture, et que quelqu'un qui lit est quelqu'un d'assez dangereux. Quelqu'un qui écrit, n'en parlons pas. Sinon, pourquoi est-ce qu'on interdirait des livres seraient censurés, comme il y en a aujourd'hui aux États-Unis d'ailleurs, hein, énormément d'États où beaucoup de livres sont censurés. Il y a un contrôle sur une réécriture de l'histoire. Tout cela est problématique et ça montre qu'il n'existe pas de livre qui ne soit pas politique. La semaine dernière, Platon a été interdit au Texas. C'est pas étonnant, honnêtement, c'est pas étonnant. Par exemple, Toni Morrison aussi, qui revient avec Beloved, qui revient sur la ségrégation, ce qui s'est passé avec... c'est normal que ces livres-là, lorsqu'ils portent atteinte à des idéologies, soient interdits. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'ils soient interdits ? Non. Mais lorsque un État arrive, prend une idéologie avec des idées qui sont restreintes, avec une impossibilité de pouvoir s'exprimer sur des contraintes différentes, c'est-à-dire que, on le voit aujourd'hui, le mouvement de censure est énorme, mais il n'y a rien de plus dangereux que le mouvement de censure, surtout lorsqu'il porte le nom de la liberté d'expression. C'est-à-dire que je ne vais pas donner la parole à quelqu'un parce que ses idées sont beaucoup trop dangereuses. Moi, je pense que tout est extrêmement bon à dire et tout est extrêmement bon à combattre pour créer cette dichotomie entre l'argument à porter et sa réfutation possible. Et alors tu montres l'emprise progressive de la dictature sur les populations, pas seulement à travers le langage, mais à travers une espèce de totalitarisme qui est décrit dans ces termes. Le discours du général était net. D'abord, nous tuerons tous les subversifs, ensuite leurs collaborateurs, ensuite leurs sympathisants, puis ceux qui demeurent indifférents, et enfin nous tuerons les indécis. Et en fait, ça c'est un véritable discours. Le gouverneur de Buenos Aires en 77. Ibérico Saint-Jean, en 77. Et en quoi est-ce que ce discours-là reflète la vision que tu exprimes dans ce livre à propos d'une dictature type ? C'est-à-dire que le mouvement de dictature type n'est jamais quelque chose de radical. C'est-à-dire que pour en arriver à ce discours-là, c'est pas un discours qui s'implante à la suite d'une démocratie. C'est un discours qui se construit. C'est un discours, c'est une idée qui
qui se met en place petit à petit, tout comme une grande graine qui va monter pour s'emparer de tout son corps. Je pense à la radicalisation, notamment au niveau des croyances, des personnes qui sont amenées à croire en des choses absolument extraordinaires, ou même qui sont amenées à se radicaliser. C'est des mouvements qui sont très lents. Ça n'arrive jamais de manière radicale. Ce sont des processus qui prennent énormément de temps pour en arriver à une radicalisation extrême, sans que celui qui est en train de se radicaliser se rende compte qu'il est en train de se radicaliser. Et je trouve que la particularité des dictatures, c'est qu'elles s'instaurent lentement, que ce n'est jamais quelque chose qui arrive de manière frontale, et que l'être humain garde toujours l'intime intuition qu'il est libre. C'est-à-dire, c'est le sentiment de liberté face à une restriction totale, mais garder le sentiment de liberté. Par exemple, bon là je vais donner un exemple qui n'a rien à voir avec la dictature, mais qui est assez intéressant, c'est lorsque nous on a vécu le Covid, il a fallu qu'on se signe des attestations nous-mêmes pour pouvoir sortir de chez nous. C'est le sentiment de liberté, de pouvoir être libre de faire ce qu'on fait, tout en étant contraint de devoir faire quelque chose. Évidemment, on est très éloigné politiquement de ce qui s'est passé en Amérique latine, mais ça montre qu'on a quand même gardé un espèce de sentiment de liberté à travers l'imposition de quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces dictatures-là, et notamment dans ce livre, c'est que tous les êtres humains se sentent enfermés, se sentent oppressés, mais ont tous l'intime intuition à un moment donné qu'ils vont pouvoir être libres de pouvoir faire ça. Sauf qu'il manque un élément déclencheur, et que cet élément déclencheur-là, c'est Mario lorsqu'il arrive dans ce village où la seule façon de pouvoir y arriver, c'est de se perdre. Alors, c'est à travers la dictature que tu évoques le thème du mal dont on a déjà parlé, Ouais. mais il y a une phrase qui m'a marqué, c'est quand tu dis « le mal, le vrai, change de visage chaque jour ». Ouais. Le mal, le vrai, change de visage chaque jour. Si c'est le cas, comment est-ce qu'on le reconnaît ? On le reconnaît pas. En fait, on le reconnaît pas parce que, encore une fois, j'aime cette singularité qui rend les sentiments, qui rend les mouvements indéfinissables, et que tenter de le définir, c'est le réduire à une définition, alors qu'il est aussi bien d'autres choses. Et là, en l'occurrence, eh bien, le mal change de visage parce que demain, le mal, c'est le tortionnaire, mais après-demain, ça peut être l'opposant. Et ça, c'est très fascinant dans ton livre. Alors, à plusieurs reprises, il y a un autre thème qui est très fort, c'est la mort. Et la mort est omniprésente. Ouais. Et on va détailler ça, mais à un moment, je me suis demandé, sachant que tu avais des origines malgaches, alors j'ai des amis malgaches qui m'expliquent parfois, peut-être que c'est idiot, mais j'ai pas l'impression, qu'il y a à Madagascar une espèce de culte des morts. Oui. C'est-à-dire On que déterre les morts. à intervalles réguliers, on va déterrer les morts. Exactement. On les honore en nettoyant leurs ossements, je crois. On change le linceul, ouais. Est-ce que tu as été marqué par cela ? Est-ce que cette culture malgache a contribué à ton intérêt pour le phénomène de la mort et pour le concept de la mort ? Alors, tout d'abord, oui, parce que ces légendes-là ou ces histoires-là, je les ai entendues depuis tout petit. Par contre, à côté de ça, ce livre naît de la suite de plusieurs décès. Moi, quand je me suis mis à vouloir écrire vraiment du roman, j'écrivais depuis longtemps, mais j'avais jamais pour désir de vouloir créer un livre qui sera peut-être un jour publié. Ça a été la suite du décès de mon meilleur ami, qui était aussi le parrain de ma fille. 2 mois après, j'ai perdu mon papa. Et 2 mois après, j'ai perdu un ami d'enfance, ce qui fait qu'en l'espace de 6 mois, j'ai perdu beaucoup de monde. Je pense qu'une fêlure s'est créée à ce moment-là et que ça a été un sujet qui m'a passionné, qui m'a inquiété, qui m'inquiète encore aujourd'hui. Je pense que je suis très angoissé par rapport à la mort. Je me suis beaucoup documenté à travers énormément de penseurs différents, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau sociétal, ou même au niveau intime, de la perception qu'on peut avoir de la mort, de quel a été le premier mythe fondateur de la prise de conscience que l'être humain était un animal qui mourait. Enfin voilà, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Et parfois, je pense qu'il y a des sujets qui vivent en nous indépendamment de notre volonté, un peu comme une plante pousse sans avoir le désir de pousser. Et je pense que chez moi, la mort en fait partie et qu'elle nourrit mes récits, elle me permet de pouvoir revenir, communiquer avec les morts, questionner sur et si les morts revenaient, est-ce qu'ils seraient foncièrement heureux de revenir ? D'ailleurs, je dis dans le livre une phrase dont il est écrit même les morts vieillissent après avoir tenté par 1000 manières différentes de re-rentrer en contact avec les vivants. C'est un thème qui me passionne. Je ne connais rien de la mort et Jankélévitch le dit très très bien. Lorsqu'on parle de la mort, on parle de tout, sauf de la mort, mais surtout du vivant. Et ce qui ne meurt pas ne vit pas.
Et là, en l'occurrence, ce livre tente de trouver la juste frontière entre la vie et la mort. Donc moins de légendes orales que d'expériences personnelles. Alors, tu t'intéresses à la philosophie, enfin de manière très approfondie. Est-ce que par rapport à ce thème, les Marc Aurèle, les stoïciens t'ont apporté un réconfort, un secours intellectuel ? Je pense que la littérature m'a apporté plus de réconfort que la philosophie. Par exemple, pour la petite anecdote, je perds mon papa il y a 2 ans. C'était à 2 ans, tout ça. C'était en 2024, voilà. En 2024, je perds mon papa. Et lorsque mon papa décède, du coup, 2-3 mois après le décès de mon meilleur ami, j'appelle par la suite un ami à moi qui est docteur en philosophie, qui fait partie de mes amis très, 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 très proches. Et je lui dis, voilà, je viens de perdre mon papa, je vais rentrer. J'étais en Indonésie à ce moment-là en voyage. Et je lui dis, je vais rentrer, voilà, on va se voir et tout. Et je lui explique que mon père est mort en 15 minutes. La veille, je l'avais au téléphone, le lendemain aussi. Mon meilleur ami, c'était exactement la même chose, en pleine nuit. Il avait 43 ans. Enfin bon, bref. Et il m'envoie en photo la première page de l'invention de la solitude de Paul Auster. Paul Auster, que je connaissais absolument pas avant ça, et qui parle de la mort de sa mère, de son père, pardon, de manière très brutale. C'est le premier livre de Paul Auster, et il arrive, et la toute première page est absolument dingue. Il parle de la mort sans préavis, une mort qui arrive d'un coup, comme ça, d'une seconde à l'autre. Et histoire très austérienne, puisque 6 heures après avoir lu cette première page, le jour du décès de mon père, Paul Auster décède aussi. J'apprends le décès de Paul Auster qui est décédé le même jour que mon père. Et donc, pour continuer cette histoire austérienne, j'ai fait une association entre mon père et Paul Auster. Vu que je connaissais mal mon père, qui ne parlait jamais de son passé, ma mère, il y a 2 jours, m'a dit une phrase incroyable. Elle me disait « La seule chose qu'on sait de lui, c'est ce qu'il ne nous a pas dit ». Et en fait, c'est totalement vrai. Je savais pas que ma mère faisait ce genre de phrase, mais c'est totalement vrai. C'est exactement ça, ce qui fait que pour découvrir mon père, il a fallu que je lise Paul Auster. et Paul Auster parle énormément de la mort et m'a beaucoup réconforté face à cette fatalité-là. Et dans la dictature que tu décris, le narrateur indique qu'il y a peut-être quelque chose qui est pire que la mort. Et il souligne, il y a des morts plus faciles que certaines vies. Exactement. Je pense qu'un bon livre est un livre qui apporte des questions plus qu'il ne donne de réponses. Et là, pour le coup, j'ai envie de poser la question au lecteur. J'ai envie de me poser la question moi-même et de poser la question à mes personnages. Qu'est-ce qui pourrait être pire que la mort ? Et parfois, c'est une vie remplie de solitude où les gens autour de soi meurent. D'ailleurs, quand on prend le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, on se rend bien compte de ce qu'il y a de bien pire que la mort. En fait, c'est tout ce qu'il traverse lorsqu'il est éternel. Lui qui peut vivre éternellement en tant qu'humain et tout... La souffrance qu'il emmagasine à cette suite est absolument horrible, et je pense qu'il y a des choses qui... J'ai pas forcément de réponse à cette question-là, mais c'est une question que j'avais vraiment envie de poser. Alors, dans le livre, il y a des personnages, donc on en a évoqué quelques-uns, du côté de la dictature, mais il y a aussi Sophia, et puis des personnages féminins qui ont une très grande force. Est-ce que tu as en toi cette capacité de te mettre à la place d'une femme forte comme cela? Comment est-ce que tu arrives aussi bien à restituer ce qu'il y a dans l'âme féminine? J'ai été élevé par des femmes. Je crois que la réponse est très très simple. C'est que j'ai grandi... Moi, les figures paternelles étaient vraiment absentes. J'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère, mes 2 grands-mères, avec ma sœur, avec sa fille. Enfin bon, j'en entourais que de femmes tout le temps, ce qui fait que j'entendais toutes les histoires des grands-mères qui comméraient ensemble. J'entendais les histoires de ma mère qui faisait les réunions Tupperware, qui parlait de trucs, les clients qui venaient. Ma mère était infirmière, donc toutes les patientes de ma mère venaient aussi à la maison pour avoir des informations, à leur préparer de ces trucs. J'avais l'impression que c'était des fois des espèces de tisane à boire, enfin bon, toutes sortes de trucs différents. Et j'ai toujours été passionné par ça, et je pense que cette sensibilité-là de tenter de retranscrire la femme à travers cette force-là, c'est que j'ai vu ma mère prendre le rôle du père, de la mère, du frère, du cousin, de prendre tous ces rôles masculins et d'exceller en la matière. Et en gardant cette profonde féminité, en gardant cette profonde sensibilité, cette bienveillance, et mes grands-mères qui alimentaient cette chose-là, qui font que j'ai été bercé et nourri de toutes ces femmes absolument extraordinaires autour de moi, et j'avais envie de leur rendre hommage dans ce livre à travers des rôles qui leur desserrent de base. Alors, le personnage pivot, le personnage féminin pivot, c'est Sophia. Mais alors, elle n'est pas là tout le temps, physiquement dans l'action, mais elle est omniprésente par son absence.
À un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est un personnage ou un symbole pour être tellement présent, même quand elle n'est pas dans l'action? C'est réellement un personnage, mais qui est aussi un symbole de résistance. À la base, elle n'est, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais c'est vrai, elle n'est que la femme de Mario. C'est-à-dire que lui arrive au village, c'est une vendeuse de mangue, de fruits, de goyaves. Lui la récupère et ensemble vont créer un mouvement, mais qui part de lui. Sauf que on se rend compte que, au fur et à mesure du texte, est-ce que ce n'est pas elle, en réalité, qui a créé ce mouvement-là dans le cœur de Mario, avec son passif, avec ses histoires, ce qu'elle a réellement vécu, comment elle a subi justement ces tortures, cette souffrance politique constante, et qui a toujours resté de côté parce que des animaux venaient la voir, des fois ils repartaient différents, des hommes venaient, un jour il y a eu des cris, le lendemain on ne l'a plus jamais revue. On sent que c'est une femme qui a déjà une emprise sur le monde qui l'entoure, et cette rencontre avec Mario va faire qu'accentuer les choses. Et puis c'est une tragédie, donc il y a énormément de morts et énormément de disparitions qui font qu'elle va prendre les rênes et qu'elle va devenir effectivement un symbole pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde connaît Sofia, tout le monde la craint, tout le monde l'admire, tout le monde aimerait qu'elle vive éternellement et tout le monde aimerait aussi parfois qu'elle meure, ce qui fait que tout le monde a des désirs complètement différents envers cette personne-là, et elle reste un peu comme omniprésente, un peu comme l'écrivain dans un texte qui ne lui appartient pas. Alors on parle d'un roman, oui, avec des personnages de fiction, même si la réalité, nous en avons parlé, s'insinue à travers les mots et entre les lignes. Mais pourquoi expliques-tu, j'ai lu ça quelque part, que rien n'est plus intime que la fiction? Oui, c'est ce que j'ai dit effectivement sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire que cette histoire, je ne peux pas la lire moi. À chaque fois que je la lis, je finis par pleurer à un moment donné, spécifiquement dans le livre. Malheureusement, je ne peux pas le dire, sinon je vais dévoiler beaucoup trop d'informations. Mais je me rends compte, en le relisant, ça a été un travail de réécriture qui a été très intense, parce que lorsque j'ai trouvé mon éditrice, qui s'appelle Marie Gray, qui est une excellente éditrice, je lui ai dit on va repousser le livre au maximum dans sa parution, parce que j'ai envie qu'on travaille le texte et j'ai envie qu'on fasse vraiment un bon livre, et j'ai envie que ça représente vraiment ce qui est important pour moi. Donc c'est une fiction qui parle de la réalité, mais j'ai mis énormément de moi à l'intérieur à travers des personnages. Et notamment, il y en a un seul qui existe dans ce livre, qui est un personnage qui a vraiment existé, qui n'est ni plus ni moins que Chicharrón, qui est à la base le nom d'un plat, et qui a une immense histoire d'amitié avec Mathias. Et pour moi, c'est l'un des personnages les plus importants, un personnage qui a vraiment existé, des anecdotes qui ont réellement existé aussi entre eux. Et du coup, il y a des passages qui me brisent le cœur, mais qui me brisent foncièrement le cœur, et que tout ce que j'ai pu raconter sont de manière très fragmentée à travers chaque personnage, une grande partie de ma propre histoire. Alors, on a parlé du contenu, et généralement, quand je reçois des auteurs, j'adore parler du style, parce que je trouve que c'est tellement important. Et ce que je fais souvent, c'est que je note plein de choses pour citer des exemples du style. Et là, j'ai renoncé, parce que sinon, j'aurais rempli des pages et on y serait encore dans 2 heures. C'est très gentil. Mais quand même, un exemple qui va me disculper. Pas un exemple, une ligne, simplement. Il faisait l'amour avec cette hâte dure des corps en guerre. C'est pas beau, ça ? C'est à vous de le dire. Ce n'est pas à moi. N'est-ce pas ? Il faisait l'amour avec cette hâte dure des corps en guerre. C'est un vers, hein, ça sonne comme... il y a une rythmique, il y a tout ça. Et alors, je pourrais en citer 50 comme ça. 50 ou 100. Et donc voilà, il faut lire ce livre aussi pour le style. Il faisait l'amour avec cette hâte dure des corps en guerre. Merci infiniment, ça me touche beaucoup, parce que j'ai tellement travaillé cette écriture-là, à essayer de chercher des métaphores qui soient différentes, à essayer de comprendre les structures de texte pour pouvoir mieux les casser, et surtout de faire un texte musical. J'avais vraiment envie de travailler sur la musicalité de chaque phrase, qu'on ait comme un peu l'impression de lire ce texte en espagnol, comme même il soit écrit en français, avec beaucoup de musicalité, et parfois des phrases très courtes, des phrases beaucoup plus longues, et surtout toujours des métaphores qu'on ne s'y attend pas forcément vraiment. De temps en temps, il va y avoir une femme qui sort de la fissure d'un vitrail, parce que c'est une métaphore qui, moi, me parle de quelque chose de très imagé. J'ai vraiment envie de travailler sur à la fois la sensation au niveau du toucher, comme le fruit d'une mangue
qui durcit les doigts et qui se colle au poil d'un homme. Je pense qu'on peut tous visualiser ou du moins ressentir cette chose-là. J'ai toujours voulu jouer de manière forte au niveau des images. Et puis après, c'était un travail avec mon éditrice épuré pour en arriver à la souche même. Et je pense à mon ami Miguel Bonnefoy, et là pour le coup je le rejoins, qui me disait un jour, tu sais, lorsque j'ai écrit Le rêve du jaguar, si tu me donnais 20 ans de plus, des 300 pages, j'en aurais fait une lettre. Et en l'occurrence, je pense qu'avec 10 ans de plus, j'aurais fait une lettre de ce livre. Sur La Pause Philo, donc, qui est ton site consacré à tes réflexions philosophiques, j'ai lu une citation, donc c'est pas de toi, c'est une citation, mais j'aimerais t'interroger sur cette citation, si tu le veux bien. Oui. C'est une épitaphe, en fait. Ah oui. Et ça dit « Je viens je ne sais d'où, je suis je ne sais qui, je meurs je ne sais quand, je vais je ne sais où, je m'étonne d'être aussi joyeux. » Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut être gai parce qu'il n'y a pas d'espoir ? Exactement. C'est toute la philosophie de Clément Rosset, d'ailleurs, qui le met en épitaphe, si je me trompe, en épithète du... C'est Loin de moi. De Loin de moi. Oui. Voilà, donc c'est dans Loin de moi, j'hésitais avec Le réel et son double. Et je crois que c'est une épitaphe de Martin van Buberich, quelque chose comme ça. Alors, Buberach. Buberach, voilà, exactement. Ouais. C'est ce qu'on définit comme étant la philosophie tragique, qui n'est ni une philosophie optimiste, ni une philosophie pessimiste. La philosophie tragique n'est ni plus ni moins que celui qui n'attend rien du monde, qui n'espère rien, qui qui apprend à désespérer sans tomber dans le désespoir, et qui se dit très simplement « rassurons-nous, tout va mal ». Et là, en l'occurrence, c'est exactement ce qu'il dit, parce qu'il ne sait rien, ni d'où il vient, ni qui il est, ni où il va, ni ce qu'il fait, ni pourquoi est-ce qu'il est là. Et il s'étonne lui-même d'être aussi joyeux, c'est-à-dire que la joie ne naît pas, en l'occurrence pour Clément Rosset, ce qu'il appelle la force majeure, ne naît pas d'une cause au préalable, mais naît de la prise de conscience que le monde n'a pas de sens prédéfini, mais que ce n'est pas pour autant qu'il faut sombrer dans le nihilisme. Et alors, puisqu'on parle de philosophie, là, cette fois, je te cite, toi. « Mon objectif est de faire vivre la philosophie, la littérature et les sciences cognitives à l'unisson pour les apporter de manière pratique et accessible au grand public. » Et je me suis demandé, quelle passerelle peut-on tendre en ces trois univers qui puissent rendre tout cela effectivement accessible au grand public. J'avais écrit un livre juste avant qui s'appelle Le silence de la joie, qui justement tentait de relier toute la pensée de Clément Rosset. Donc je revenais sur tous les grands principes de la pensée de Clément Rosset en justement apportant des références littéraires et des références au niveau des sciences cognitives. C'est-à-dire que je travaillais avec 2 laboratoires de recherche avec qui j'ai vraiment pu bosser pour essayer de comprendre en quoi est-ce que cette idée pouvait correspondre à certaines recherches, à certaines études, quelles ont été les avancées, et en quoi est-ce que, par exemple, il y a une nouvelle de Borges qui s'appelle Funès et la mémoire, qui est dans Fiction. C'est un homme qui est incapable d'oublier des choses, il se rappelle d'absolument tout, et il montre cette incapacité à pouvoir imaginer, en fait, une imagination qui est complètement bridée du fait qu'il a une mémoire parfaite, qui se rappelle tout dans les moindres détails. Et à côté de ça, on peut parler de Nietzsche, qui parle de l'oubli, de l'importance de l'oubli. Donc la littérature déjà se relie à la philosophie avec Nietzsche, et se relie avec les sciences cognitives qui disent ni plus ni moins que différentes recherches montrent que avoir une bonne mémoire permet de pouvoir avoir une plus grande imagination, en tout cas une mémoire qui permet de définir le monde. Non pas, il y a différents types de mémoire, et là en l'occurrence j'ai plus le terme exact, mais je sais que c'est notre capacité à pouvoir définir le monde qui nous entoure, les mots, et donc plus on va avoir de mots, plus on va avoir de capacité de pouvoir définir et imaginer le monde. Et donc là, bizarrement, on a un lien entre les sciences cognitives qui nous montrent l'importance de l'oubli, Funès et la mémoire qui nous montre ce que ça fait de ne pas être capable d'oublier, et Nietzsche qui nous parle aussi de les vertus de l'oubli. Et donc je pense qu'énormément de ponts se font, et que ce sont juste des manières différentes de traiter le réel, mais que ça peut être intéressant d'apporter ces connaissances-là, de montrer comment une étude scientifique fonctionne, en quoi est-ce que ça parle de nous aujourd'hui, tout aussi bien de la Grèce antique, comment est-ce que les Grecs ou Homère peut parler de nous aujourd'hui avec l'Odyssée d'Ulysse, comment une étape parle en réalité. Par exemple, ça pourrait être les lothophages pour parler de l'oubli et de la mémoire. Enfin voilà, je trouve que la littérature parle des hommes, la philosophie aussi, de problématiques que traite la littérature de manière visuelle, et que Camus le fait très bien en fait en réalité, parce que lui fait pièce de théâtre, essai philo et un roman.
Et donc, il arrive à relier les trois pour parler d'un thème qui est soit l'absurde, soit la révolte, soit l'amour. Et donc, il le fait à la perfection. Et au lieu de les séparer, j'avais envie de les relier, d'apporter un peu de connaissances pour les moldus. Voilà. Est-ce que tu veux bien à présent qu'on raconte la genèse de La Rosa Perdida? Avec plaisir. Donc, d'où vient l'idée? Comment est-ce que l'idée se transforme en une histoire? Comment est-ce que l'histoire se transforme en un livre? La genèse de La Rosa Perdida, elle est paradoxale, dans le sens où, d'abord, il y a eu tous ces décès que j'expliquais juste auparavant, et que par la suite, j'ai commencé à écrire un livre qui n'était pas du tout La Rosa Perdida, puis qui s'appelait La nuit, les enfants dansent. C'était quelque chose de complètement différent. Un manuscrit qui était très, 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 très noir, très, très sombre. Ça se passait pas du tout en Amérique latine, ça se passait à Amsterdam, c'était quelque chose de vraiment très sombre, de très noir. Voilà, c'était beaucoup de mal à le sortir. J'ai travaillé pendant des mois et des mois, j'arrivais pas à le sortir, c'était très difficile. Et j'essaie de le faire éditer, je travaille avec quelques éditeurs, enfin, en tout cas d'avoir une aide extérieure pour pouvoir travailler sur ce texte-là. Parce qu'avant, j'avais écrit beaucoup de nouvelles, mais j'avais jamais écrit de romans en soi. Et je rencontre un jour une écrivaine grâce à Frédéric Martin, qui est le directeur du Tripode et aujourd'hui de Robert Laffont, avec qui j'étais en contact et que j'apprécie énormément. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup d'estime pour son travail. Il me présente une autrice québécoise qui s'appelle Audrey Willemy. J'avais adoré son livre, j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux, elle voulait me rencontrer. Et donc, du coup, pour l'occasion, je lui ai demandé, voilà, je suis en train d'écrire ce manuscrit-là, est-ce que tu peux jeter un petit coup d'œil et me dire ce que tu en penses? Parce que je suis dans une impasse, je n'arrive pas, quoi. Et elle lit le manuscrit, je la rencontre. Ça faisait des mois et des mois que je travaillais dessus. Et elle me dit une phrase qui est la plus vraie, la plus belle, mais aussi la plus cruelle lorsque je l'ai entendue, qui est parfois, on écrit des livres qui ne sont pas faits pour être publiés, mais pour pouvoir expier quelque chose en soi, pour pouvoir demain écrire le bon livre. Sauf que lorsqu'on te dit ça et que ça fait 8 mois qu'on travaille sur le bouquin, on n'a pas vraiment envie de l'entendre. Donc elle me dit ça, et là ça me désespère un petit peu, j'arrête d'écrire. Pendant 2-3 mois, j'arrête d'écrire. Je pars à Amsterdam, je m'en vais au musée de Van Gogh. J'ai envie de voyager, de m'aérer la tête, de découvrir d'autres choses. Et au musée de Van Gogh, j'y connais rien du tout, je connais très mal. Moi, j'ai quitté l'école à 16 ans, donc il y a le peu de choses que je le connais bien, mais je connais pas tout, vu que j'ai beaucoup de côté autodidacte. Et ce qui se passe, c'est que je vais au musée de Van Gogh, je mets l'audio guide et je tombe sur un tableau, je ne sais plus exactement lequel, qui est très sombre. Ils sont tous autour d'une table en train de manger du pain. Je sais qu'il a un nom, mais je ne me rappelle plus le nom de ce tableau. Les mangeurs de pommes de terre. Je crois que c'est ça, exactement. Je crois que c'est celui-là. Et dans l'audio guide, il disait que Van Gogh faisait en sorte de pouvoir produire son art avec la simplicité d'un souffle. Je trouvais cette phrase magnifique. Parce que moi, c'était une bronchite, quoi. C'était pas du tout un souffle. J'arrivais pas du tout à faire sortir le truc comme je voulais. Je comprenais pas cette chose-là. Je commence à faire des recherches au niveau de l'art, un petit peu Monet, je m'y intéresse. Le côté impressionnisme me parle beaucoup. Et Monet dit quelque chose qui m'a pas mal débloqué. Il dit qu'il tentait non pas de peindre la chose perçue, mais l'espace entre lui et la chose perçue. Et je trouvais cette phrase très, 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 très forte. Ça commence à gamberger un peu dans ma tête, à ressasser, à tourner en rond. Et puis je vais à Mola, je vais voir un ami à moi qui est libraire, et je lui dis, écoute, j'ai lu énormément de Garcia Marquez, est-ce que tu peux m'en conseiller un? Là, vas-y, j'ai en panne complète, là. Il me dit, t'as lu Chronique d'une mort annoncée? Je dis, non, je n'ai jamais lu. Eh bien, lis Chronique d'une mort annoncée. Très bien, je prends Chronique d'une mort annoncée, je le lis en une soirée, je prends une immense claque et je me dis, mais c'est dingue, c'est ça en fait. C'est ça, c'est exactement ça, ça a débloqué quelque chose en moi. Alors, on va savoir quoi, je ne sais pas vraiment. Je dors pas bien, je fais un peu une insomnie. Le lendemain, la nuit d'après, je dors très bien, je me fais une grosse nuit, je me réveille, pleine forme. Je prends 4 feuilles A5 que je scotche entre elles. J'ai encore les photos, je mets des post-it dessus. En 1 heure, j'avais toute mon histoire. Et je regarde ma femme et je dis, voilà, va falloir que j'attaque. Dès demain, j'attaque. Il s'avère que le lendemain, j'attaque. En 3 semaines, j'ai fini le manuscrit. Et là, ça sortait vraiment comme un souffle. Et après, j'ai eu plus d'1 an de retravail, de réécriture, où vraiment j'ai voulu travailler dans tous les sens, la moindre phrase à la moindre virgule. Après, je suis assez obsessionnel, c'est-à-dire que voilà, je travaille énormément. En fait, je passe beaucoup de temps à travailler le texte, vraiment beaucoup, à épaissir, à élaguer ce qui va pas. Et donc, c'est toujours constamment en train d'évoluer en permanence. D'ailleurs, Borges le disait bien mieux que moi, mais si on publie des livres, c'est pour pas faire des brouillons toute sa vie. C'est-à-dire que sinon, j'allais continuer à faire encore un autre brouillon. Et ça a été la genèse de ce livre. Ça a été cette rencontre. En fait,
C'est drôle parce qu'avec Garcia Marquez, forcément, quand je l'ai lu, je suis pas plus influencé que ça par son écriture. Pourtant, beaucoup de gens disent j'ai l'impression de retrouver du Garcia Marquez. Mais moi, j'aimerais pouvoir réussir à toucher du doigt ce que réussissait à faire Juan Rulfo. Que je trouve que je suis profonde admiration envers cet homme. Et pour la petite anecdote, Garcia Marquez, un jour, est bloqué. Il a écrit ses premiers romans, il a écrit La Hojarasca, il a écrit Pas de lettre pour le colonel, il a eu un beau début de carrière et la métamorphose de Kafka lui a bouleversé la vie et du coup il a commencé à écrire et là il a une panne, il ne sait pas comment prendre 100 ans de solitude. Et tu as son grand ami qui s'appelle Alvaro Mutis qui un jour vient le voir et qui lui tend Pedro Páramo de Juan Rulfo et qui lui dit « Là, tu vas enfin apprendre quelque chose ». Et il le lit, ça le débloque pour pouvoir écrire par la suite 100 ans de solitude. Donc c'est grâce à ce livre-là que ça l'a débloqué. Et ben moi, c'est un peu été grâce à 100 ans Chronique d'une mort annoncée que ça m'a débloqué pour l'écriture de ce livre-là qui vivait en moi indépendamment de ma volonté, qui était en pleine maturation et qui demandait qu'à sortir, mais j'arrivais pas à lui faire de place. Et là, en l'occurrence, ce jour-là, j'ai réussi et c'est sorti, voilà. Est-ce que tu as des rituels d'écriture ? Des habitudes, des boissons, des choses qui apportent l'inspiration, que sais-je encore? J'écris, j'ai pas de routine particulière, j'écris tous les jours. Je suis bien meilleur le matin ou la nuit. La journée, je suis complètement contre-productif. Donc je vais souvent marcher, je vais souvent me balader, je vais aller faire du sport ou je vais lire. Mais là où j'écris le plus, c'est souvent le matin et le soir. Ensuite, je m'oblige, même quand j'ai pas envie, à quand même écrire parce que ça me permet de tenir une certaine forme de discipline et aussi de pouvoir travailler. C'est-à-dire que j'aime beaucoup écrire plein de nouvelles. Ça permet de pouvoir travailler mes structures narratives, travailler mes tensions, travailler mes constructions de phrases, aller chercher de l'originalité, aussi de réussir à être plus moi-même par rapport au style. Je sais que c'est mon premier roman et que c'est un début à quelque chose, mais c'est pas vraiment encore mon style, j'ai pas encore réussi à trouver ce truc-là et je pense que ça arrivera avec le temps et que j'arriverai à exprimer de manière vraiment frontale mon identité et que ça nécessite beaucoup de temps pour réussir à trouver son style. Et donc, je passe beaucoup de temps et beaucoup de travail à me chercher moi-même dans mon écriture et à beaucoup travailler sur comment est-ce que je peux réussir à dire des choses sans avoir besoin de les dire ou de les expliquer, mais de les imager ou de les faire ressentir. Voilà, je suis en constante évolution à ce niveau-là et je pense que je suis un éternel débutant qui a juste envie d'apprendre et de continuer à aller chercher la bonne phrase. Et quand on a l'habitude de parler des livres des autres, quelle émotion, quelle sensation ressent-on quand le livre est publié, son livre est publié, qu'il est dans les librairies, éventuellement dans les mains des lecteurs? Alors déjà, ça fait bizarre de voir que les gens aiment, parce que j'ai une médiocre opinion de moi-même, donc ce qui fait que j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de grands écrivains que j'ai envie de mettre en avant, mais par contre, moi, je suis arrivé avec très peu un grand désir de vouloir partager ma passion, mon univers et mon monde, mais sans forcément une volonté de vouloir performer dans le domaine de l'écriture. C'est juste ma passion et en fait, chez moi, c'est une nécessité. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix. Je suis obligé de faire ça parce que c'est quelque chose qui vit en moi et qui a besoin de s'exprimer. Mais j'ai pas de volonté de vouloir ou même la prétention de me dire que j'écrirai une immense œuvre un jour ou autre. J'ai juste envie que les gens rentrent dans mon monde et qu'ils acceptent au moins l'espace de 25 pages pour me laisser la chance de pouvoir vivre ce qu'est San Jacinto del Río, là, en l'occurrence. Mais ça fait quelque chose de l'avoir en librairie, d'être entouré parfois d'autres auteurs qu'on admire beaucoup et de se dire « Ah tiens, mon livre est entre ces deux-là, si j'avais su ». Par exemple, je me suis retrouvé un jour dans une librairie en rayon étranger. Je pense que la libraire n'avait pas lu le livre et elle a vu le livre en espagnol, elle l'a mis en littérature étrangère. J'étais à côté de Vargas Llosa et de Garcia Marquez. J'ai fait ça, je suis plutôt pas mal, quoi. J'étais sur le présentoir plutôt pas mal, donc non, il y a plein de petits trucs qui me font sourire et je suis déjà très content de ça. Et maintenant ? Maintenant, je suis sur l'écriture d'un deuxième bouquin, en train de travailler sur un deuxième bouquin sur un sujet qui est complètement différent. J'ai envie de vraiment plus assumer ce côté réalisme magique, de vraiment l'assumer plus complètement. J'ai vraiment envie aussi d'aller traiter des sujets qui ont besoin d'être décortiqués en moi, qui ont besoin d'être démêlés, notamment le sujet de l'amitié, qui est très peu traité dans la littérature, je trouve. Et c'est un sujet qui me parle beaucoup et ça continuera dans cette même veine, du moins. Mais je vais essayer de produire quelque chose de
d'assez singulier, on va dire, dans mon approche de ce que peut être l'écriture. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. C'est moi. Christopher Merci. Laquiège, sans accent. Exactement. Christopher Laquiège, La Rosa Perdida. On peut dire aussi La Rosa Perdida si on en a envie. Et c'est aux éditions Lattès. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci.